Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Une édition un peu spéciale puisque nous l'enregistrons depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois, une édition 2021 placée sous le signe du travail. Le sujet est vaste bien évidemment et il nous a semblé intéressant cette année de nous pencher sur le travail de l'historien. Nous avons vu dans une première émission le travail de l'historien sur le récit national et nous nous arrêtons aujourd'hui sur un tout autre domaine, un tout autre récit, l'histoire de la Shoah. Et je suis heureux de recevoir à ce micro Alexandre Bande et Marie Moutier-Bitan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Alexandre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alexandre Bande, vous avez dirigé avec Pierre-Jérôme Biscara et Olivier Lalieu une nouvelle histoire de la Shoah parue aux éditions Passé Composé. Et Marie, ce n'est pas la première fois que je vous reçois à ce micro, puisque vous êtes venue nous parler de la Shoah par balle dans une précédente émission. Nos auditeurs peuvent la trouver facilement donc sur notre site internet storiavoce.com. Alors, Alexandre Bande, je m'adresse tout d'abord à vous. Le champ historique de la Shoah est un champ bien évidemment très vaste. S'il fallait résumer les grandes évolutions historiographiques, voire les nouveaux champs de recherche, quels seraient-ils ? Bien, comme vous le dites, et je vous remercie une nouvelle fois pour votre invitation, c'est un champ qui a ouvert et qui s'est ouvert il y a déjà de longues années sur des domaines très très vastes et qui depuis quelques années continue à mobiliser les chercheurs. Preuve en est, nous avons réussi à réunir autour de nous toute une série de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses qui continuent à travailler sur ces sujets-là, en particulier qui, depuis la chute du régime communiste soviétique, ont pu profiter de l'ouverture des archives soviétiques et travailler donc et approfondir la réflexion sur ces fusillades massives qui ont eu lieu à l'est de l'Europe, qu'on appelle parfois Shoah par balle, et puis également toute une autre série de productions qui ne sont pas notamment ici schématisées ou reprises, mais sur des monographies. Je pense à un travail de plus en plus poussé, je pense au dernier ouvrage d'Omer Bartov, par exemple, sur l'autopsie d'un génocide. Donc ça se situe toujours à l'est, donc sur ce champ-là, il y a vraiment un gros travail qui est fait par les historiens français, mais également par les historiens anglo-saxons, allemands, entre autres. Mais il y a également à l'échelle française, toujours et encore, et l'actualité nous le montre, un champ de recherche essentiel sur Vichy et la Shoah, les travaux de Laurent Joly, de Thomas Fontaine, qui sur ce terrain-là continuent à faire progresser les choses, et nos contemporains auraient bien besoin de s'en inspirer, nous montre qu'il y a quand même encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu dire, je pense également à tout ce qui concerne la résistance juive, ou les résistances juives. Qui sont mal connues. Qui sont mal connues et qui pourtant sont enseignées, qui sont déjà souvent présentes dans les grands manuels. Je pense aux travaux de Timothy Snyder ou de Saul Friedlander qui font rapidement référence, mais qui sont généralement assez peu évoqués ou qui sont souvent mêlés à d'autres faits historiques qui fait qu'on les oublie ou qu'on reprend quelques points précis. Là, le travail de certains de nos collègues, je pense à celui de Cindy Bies sur la France ou de Marie justement sur l'espace soviétique, sont importants sur ce terrain-là. Voilà. Il semble, et vos travaux le montrent, Marie Moutier-Bitan, que c'est vrai que nous avons un regard franco-français et on a l'impression que l'historiographie, mais de manière générale, même pour les aspects militaires, j'ai reçu ici Jean Lopez, qui est l'auteur d'une monographie sur Barbarossa, les champs se déplacent de plus en plus à l'est. Absolument. Et comme le disait Alexandre Bande, l'ouverture des archives soviétiques a ouvert un champ de recherche gigantesque sur la Shoah et la guerre d'anéantissement qui a été menée à l'Est. Alors, ce champ tend à être de plus en plus étudié, mais il reste encore certaines difficultés, notamment, et une première difficulté majeure, c'est déjà la maîtrise des langues de ces archives qui s'ouvrent. Pour pouvoir étudier la Shoah sur les territoires de l'Est, il faut non seulement maîtriser l'allemand, qui est la langue des archives de l'occupant, mais également le russe. Les archives russes qui sont ouvertes sont la plupart du temps manuscrites, donc c'est aussi tout un travail de très longue haleine pour parcourir
des centaines de milliers de pages pour reconstituer la Shoah qui s'est déroulée sur ces territoires. Mais petit à petit, les chercheurs français s'approprient ce champ d'études. Je pense évidemment à Christian Ingrao qui a travaillé sur une division en Biélorussie et Jean Lopez qui a publié l'excellent Barbarossa il y a quelques années. Alors le travail de l'historien Alexandre Bande, du professeur d'histoire, est absolument essentiel. Yanis Roder, donc qui est un des auteurs. Combien y a-t-il d'auteurs ? On est 23. 23 auteurs. Donc Yanis Roder, un des auteurs, se pose la question des défis de l'enseignement de la Shoah. Pourquoi est-ce un sujet si difficile à traiter ? Alors en fait, nous trouvions important que dans un ouvrage collectif et qui se veut une synthèse survolant plusieurs thématiques autour de la Shoah, la question de l'enseignement, de la mémoire et de la manière dont on traite les questions mémorielles à l'école soit abordée. Et l'article de Yanis Roder a le mérite de revenir sur des questions qui se posent à de très nombreux enseignants. La Shoah en France est un sujet qui, et on a cette chance-là, est enseigné dès le CM2, de nouveau en 3e et de nouveau au lycée. Un peu moins fortement à l'université, on peut le regretter, mais néanmoins il y a des cours qui se dispensent également. Et donc nos élèves sont habitués et connaissent le sujet et sont habitués à le voir revenir régulièrement dans les programmes scolaires. Néanmoins, les professeurs sont confrontés éventuellement à quelques difficultés qu'il ne faut pas généraliser et sur lesquelles il ne faudrait certainement pas excessivement insister, mais qui peuvent être liés à des problèmes liés à la concurrence des mémoires ou à des comportements qui peuvent être parfois discutables sur le rapport à l'histoire du monde juif, par exemple. Mais d'une manière générale, les défis qui sont posés sont ceux de la disparition des témoins, sont ceux de la médiatisation et de l'hypermédiatisation de certains propos qui vont à l'encontre de ce que les professeurs ne cessent de dire. Un des enjeux majeurs, c'est également la question de la pérennité des lieux de mémoire vers lesquels on peut accompagner nos élèves, nous y reviendrons. Donc toutes ces questions-là sont posées, et je pense que dans une société où les jeunes gens sont confrontés à justement à un flux d'images et un flux d'informations permanent, le temps de la classe, le temps du cours doivent permettre de faire le point et de dire les choses clairement. Après, ce qu'en gardent les élèves, c'est autre chose, mais il est certain que les défis auxquels sont confrontés les professeurs sont nombreux, mais je pense qu'ils le sont également sur des tas d'autres sujets et pas seulement sur celui de la Shoah. Mais ce qui est très intéressant, et on le voit bien, c'est en cela que c'est une œuvre d'histoire, pas simplement un devoir de mémoire. Yanis Roder dit que l'approche moralisante, c'est en soi une mauvaise approche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter non plus l'histoire du judaïsme à une histoire victimaire. Bien sûr, et c'est sur ce point, on est nombreux en tant qu'enseignants, en tant qu'acteurs sur ces sujets-là de transmission, à lutter et à essayer de faire en sorte que les programmes scolaires ou que les manuels évoluent, dans le sens où on s'en était rendu compte, il y a eu un très beau colloque il y a 2-3 ans, hommage sur le sujet, que lorsque nos élèves français entendent parler des juifs à l'école, c'est d'une part pour le Moyen-Âge quand ils sont chassés du royaume et persécutés par Saint-Louis. Deuxièmement, quand ils sont persécutés ou quand ils vivent des moments difficiles à la fin du 19e, exemple l'affaire Dreyfus, puis ensuite troisième épisode au moment de la Shoah. Donc il est vrai que dans l'imaginaire de nos élèves et d'une bonne partie de nos concitoyens, les Juifs de France ou les Juifs tout court sont soumis à des persécutions et étaient un peuple victime. Et donc un des gros enjeux de l'école, les choses commencent à bouger, c'est d'essayer d'instaurer une réflexion plus large sur la composante juive de la société française, la composante juive de la société européenne, et d'essayer d'expliquer quels étaient les liens qui existaient avant la Shoah. Comme par exemple, on va sur le terrain en Pologne, on travaille beaucoup sur la Cracovie juive ou des choses comme ça pour montrer qu'il y a bien eu une rupture à partir des années 41-42. Et donc, nos élèves et les élèves que forment tous les enseignants du mieux qu'ils peuvent toute l'année sont tributaires des programmes scolaires, forcément. Et donc, si les programmes évoluent dans un sens qui permet de mieux comprendre les spécificités du judaïsme ou des autres composantes de la société française, ça irait dans ce sens-là. Ça bouge un peu, mais il me semble qu'il y aurait encore beaucoup à faire sur ce terrain-là pour ne pas voir seulement les Juifs de France ou d'Europe apparaître comme des victimes. Alors, vous montrez aussi qu'il ne faut pas limiter le nazisme à la question du judaïsme, et le livre, Nouvelle histoire de la Shoah, paru chez Passé Composé, vous montrez dans ce livre qu'il y a le programme T4 d'extermination des handicapés, et qu'en quelque sorte ce programme des handicapés et des malades mentaux, et que ce programme est en quelque sorte un prélude à la Shoah, une sorte de bande d'essai avant le lancement de la Shoah.
Oui, nous y tenions, et moi je sais que quand j'enseigne cette histoire à des étudiants ou quand j'anime des séminaires, je commence souvent par cet épisode-là, dans le sens où, sans y voir une vision, enfin d'avoir une vision téléologique de l'histoire, les gens qui pratiquaient ces crimes contre les handicapés mentaux ou physiques n'étaient pas conscients de ce qu'on allait leur demander quelques mois ou quelques années plus tard, mais historiquement ça a du sens de se rendre compte que se produisent à ce moment-là 3 choses qui nous semblent importantes, c'est que l'institution étatique met en branle et s'appuie sur les médecins, dont le serment d'Hippocrate théoriquement faisait d'eux des soignants et non pas des tueurs, pour, au nom d'une théorie, d'une idéologie eugéniste, éliminer les gens qui étaient considérés comme indésirables dans une société dont on veut faire l'archétype même de la société parfaite, dans l'idéal. Les travaux de mes collègues Ingrao, d'autres, ou Chapoutot, Johan Chapoutot, qui a travaillé sur le sujet, sont essentiels. Et le deuxième point, qui nous semblait important également, c'est de se rendre compte que ces médecins, justement, Karl Brandt en est un exemple marquant, vont se retrouver quelques mois ou quelques années plus tard sur les champs de la Shoah à l'Est, et en particulier Brandt est un excellent exemple de quelqu'un qu'on retrouve à Chelmno quelques mois plus tard, entre 40 et 41, il se passe un peu plus d'1 an, où il met à profit, si je puis dire, sa terrible expérience de gazage des handicapés mentaux pour l'appliquer dans des proportions beaucoup plus vastes sur les populations juives qui sont déportées vers ce centre de mise à mort. Et le troisième élément qui nous semblait important de faire comprendre aux lecteurs, c'est qu'à ce moment-là se produit ce qu'on appellerait une sorte de, un verrou moral saute. Un verrou moral saute, et que les acteurs, qu'ils soient médecins, infirmiers, se sont dédouanés, l'État est là et l'idéologie sont là. Yeah. Néanmoins, pour terminer, ce qui nous paraissait également très important, c'est de montrer aux lecteurs que la population allemande, que l'opinion publique allemande s'est emparée de l'affaire, est montée au créneau, et que le totalitarisme nazi a quand même dû céder, ce qui ne sera absolument pas le cas quelques mois plus tard, quand on mettra en route l'extermination des Juifs d'Europe, qui pourtant étaient, dans certaines régions d'Europe, totalement publique. Voilà. Donc là, ça nous paraissait intéressant de montrer que une opinion publique mobilisée, même dans une dictature, peut faire bouger les choses, puisque le Reich, une fois que les choses remontent par les églises protestantes et catholiques, choisit d'arrêter. Il faut dire qu'au même moment, la guerre s'accélère et que d'autres victimes sont en ligne de mire. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est cette sorte de déresponsabilisation au sein de l'appareil de décision, ou même au sein des familles. Au fond, on leur dit, écoutez, le Führer l'a décidé, l'État l'a décidé, ce n'est pas votre responsabilité, et donc voilà, on va mettre fin au jour de votre fils, de votre fille, parce que c'est une malade mentale, ou bien parce qu'elle elle sera tout simplement inutile pour la société. Bien, alors il y a plusieurs versions possibles, c'est-à-dire que le plus souvent l'information qui remonte à la famille correspond à un décès subi rapide. On médiatise assez peu dans le Reich du début de l'opération, en tout cas fin 39, début 40, cet épisode-là. Quand les parents ou les familles remontent au créneau et justement obtiennent ou demandent des informations, parfois on va jusque-là, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le côté des responsabilisations de tous les pratiquants, les acteurs. C'est-à-dire que, et on retrouve ce sentiment d'inculpabilité, d'immunité, quand on regarde un petit peu les procès des années 60 ou 50-60 sur les responsables justement des Einsatzgruppen, qui disent tous, on avait un travail à faire, on l'a fait, on nous a donné des ordres et on l'a appliqué. Et dans la logique du Troisième Reich de l'époque, ou de tous les crimes commis depuis, on peut penser au Rwanda ou ailleurs, c'est généralement quelque chose qui revient le plus souvent, c'est-à-dire que l'exécutant est toujours couvert par un État qui a donné des consignes et qui se débrouille pour ne pas être là ou être très peu là quand il s'agit de chercher des coupables. Voilà. Et les mots sont importants. Là aussi, c'est fascinant. Il parle de mort miséricordieuse, de mort digne. C'est complètement fou. Oui, c'est fou. Mais le travail qu'a fait notre collègue Johan Putman sur le sujet est tout à fait remarquable. Et je pense vraiment que le lecteur français qui pourtant s'intéresse au sujet, qui a pu être un très bon élève à l'école, etc., va apprendre sur cette question-là des choses essentielles, et qui, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, n'ont absolument pas de rapport immédiat de cause à effet, puisque personne ne sait à ce moment-là la manière dont les Juifs d'Europe vont être traités quelques semaines ou quelques mois plus tard. Tout au moins, il n'y a pas de corrélation immédiate, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les pratiques, les moyens mis en œuvre, les objectifs et les acteurs sont les mêmes. Voilà. Et c'est Monseigneur Galen, donc évêque catholique, qui va monter au créneau pour mettre fin à cela. Est-ce que on peut
comparer les génocides, parce que au fond la Shoah c'est bien le génocide des Juifs, et là nous sommes dans le génocide des handicapés, des malades mentaux. Est-ce que on peut comparer les génocides, et de manière générale à travers les différentes périodes historiques? On parle du génocide arménien par exemple. Alors c'est un sujet qui est ô combien brûlant et ô combien pointu, mais qui est passionnant. Dans notre livre, justement, nous avions invité Yves Ternon, qui est un spécialiste de la question, à nous proposer un très bel article sur l'approche comparatiste des génocides. Je me lance, moi, à titre personnel, dans mon séminaire sur ces questions-là également. Il est certain que, ne serait-ce que la terminologie génocide pose problème. Il y a un excellent ouvrage récent de Bernard Brunto qui revient sur ce concept qui est parfois utilisé à tort et à travers, qui pose des problèmes techniques. Mais si on s'en réfère aux 3 génocides reconnus par l'ONU, c'est-à-dire l'Arménie, la Shoah et les Tutsis du Rwanda, l'approche comparatiste a quand même du sens, et elle est fort intéressante avec les élèves, voire avec les adultes qui s'intéressent à ces questions, aussi bien sur la question de ce qui est en amont, stigmatisation, marginalisation, utilisation d'une sorte de vocabulaire. Pour les uns, c'est vermine, pour les autres, c'est cancrelat. Je pense aux Juifs du Reich et aux Tutsis du Rwanda. Émergence d'une série de théories raciales, pseudo-scientifiques, et essentiel le contexte militaire dans lequel les choses se produisent. Pour l'Arménie, comme pour la Shoah et pour ce qui se passe au Rwanda, c'est ce qu'a très bien montré Yves Ternon aussi dans un ancien livre qui s'appelle Guerre et génocide, le contexte militaire est essentiel. Et donc l'approche comparatiste a du sens, et on ne va pas dérouler tout aujourd'hui, mais jusque dans les pratiques, jusque dans les exécutants, voire même juste dans la volonté des exécutants de nier le crime, on a des points communs, et sur les questions mémorielles, il y a également des points communs. Néanmoins, et j'y tiens beaucoup, et on est nombreux à y tenir, il faut toujours être capable de définir les spécificités de tel ou tel génocide, non pas pour proposer une hiérarchie des souffrances et d'imposer une sorte de hiérarchie victimaire, mais d'insister essentiellement sur ce qui différencie, par exemple, la Shoah d'autres formes de massacres de masse. Et à titre personnel, et je sais qu'autour de moi on est nombreux à le faire, on lutte souvent pour éviter de galvauder ce terme de génocide, afin que justement les étapes génocidaires de ce triste XXe siècle qu'on a clos il y a un peu plus de 20 ans soient clairement définies. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est aussi un concept c'est d'abord un concept juridique. Tout à fait. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que sous l'impulsion de juristes, sous l'impulsion de réflexions qui ont été prises dans le cadre du procès de Nuremberg, que ce concept s'est apparu. Il n'a d'ailleurs même pas été utilisé techniquement parlant parmi les chefs d'inculpation dont ont été accusés les criminels de guerre nazie. Le crime contre l'humanité englobait ce concept de génocide. Et c'est vrai que depuis lors, et jusqu'à aujourd'hui, les juristes n'ont pas toujours la même vision de ce qu'est le génocide que les historiens ou que les victimes elles-mêmes. Donc sur ces sujets, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Cambodge, que ce soit des situations très contemporaines, on sait que les 8000 Bosniens massacrés à Srebrenica sont considérés par l'ONU comme étant victimes d'un génocide. Donc on voit bien que la question est encore éminemment posée. Et sur ce terrain-là, justement, l'article d'Yves Ternon remet les choses à leur place, mais on sait fort bien qu'il y a encore aujourd'hui des polémiques qui peuvent tourner autour du sujet. Alors parce que le sujet est bien le travail de l'historien, dans cette émission, on parlera aussi du professeur d'histoire. Qu'est-ce qu'un professeur doit montrer ou ne pas montrer, parce que on est vraiment dans le domaine de la mort, on est dans le massacre de masse. Marie Moutier-Bitan, je vous ai reçu encore une fois pour une émission sur les chants de l'horreur, c'est le titre de les chants de la Shoah, qui sont des chants de l'horreur. Et qu'est-ce qu'on doit montrer, Alexandre Bande? Alors, je pense que à partir du moment où on est face à un public d'élèves du secondaire, c'est-à-dire, j'entends des élèves de classe de 3e jusqu'aux élèves de terminale, je pense qu'il y a aucune raison de se retenir de montrer un certain nombre de documents, d'archives, de pièces essentielles, sans tomber dans une forme de complaisance, bien sûr, vis-à-vis des images les plus terribles et les plus dures. Mais je pense, pour les utiliser régulièrement, certes avec des étudiants un peu plus âgés, mais que des textes, des récits, qu'ils soient ceux des victimes d'abord, je pense au rouleau d'Auschwitz par exemple, mais également des textes qui émanent de certains acteurs, des perpétrateurs comme on pourrait dire, des photographies bien sûr
comme il en existe celles qui ont été prises sur les champs de la Shoah justement, sont à montrer aux élèves. Alors bien sûr, il y a une barrière d'âge à des élèves de CM2, on va pas enseigner la Shoah comme on l'enseigne en terminale, puisque c'est maintenant au programme de terminale, mais en tant qu'enseignant qui travaille dans le secondaire, je pense qu'on a tout intérêt, enfin mes collègues qui travaillent dans le secondaire ont tout intérêt à ne pas se censurer, à choisir précisément les documents qu'ils veulent utiliser, mais je pense qu'un élève bien préparé est capable de supporter, ne serait-ce que des témoignages oraux, par exemple, sur des sites en ligne, je pense à celui de l'UDA ou à ceux du Mémorial de la Shoah ou de la Fondation Spielberg, on peut avoir des témoignages qui sont très durs en termes de récit. Pour autant, on parle d'un crime de masse qui a fait 6 millions de morts, on parle de la mort de nourrissons, de vieillards, de femmes enceintes, voilà. Et donc je pense que nos jeunes aujourd'hui sont confrontés à une violence permanente par les réseaux sociaux, par les séries télévisées, et que ils sont souvent d'ailleurs, quand on y fait attention, capables de distinguer les deux, et sans tomber dans quelque chose d'excessif. Je pense qu'il faut pas se censurer et aller dans un sens qui pédagogiquement permette de susciter une réaction et l'intérêt, et en même temps une forme de compréhension des élèves. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver, j'en conviens, qui peut poser problème. Je sais en classe que par exemple, quand on est sur les lieux de mémoire, il est possible de proposer à un élève de quitter la salle ou de quitter le moment du témoignage si ça lui paraît vraiment trop compliqué, mais tout en respectant un âge, et je pense justement pour ça que en dessous de la classe de 3e, c'est très difficile d'aborder dans le détail ces questions-là, mais à partir du collège et surtout du lycée, ça doit pouvoir être entendu. Alors une des interventions dans votre livre est d'Igal Vijalkov et de Jacques Vijalkov. Et on est surpris de voir que dans l'enquête réalisée par ces deux historiens que vous publiez, une enquête sur les effets que produisent les visites scolaires à Auschwitz, ces visites produisent, je cite, au terme de l'enquête effectuée, on peut avancer que la visite d'Auschwitz produit peu d'effets sur les représentations des élèves et très accessoirement, sur leurs attitudes et valeurs. La visite et sa préparation renforcent et enrichissent surtout les connaissances, et ce, dans différents domaines. On est un peu surpris de voir ce décalage sur cette notion de valeur. Quel est le rôle des visites dans ce cas-là ? Alors cet article, c'est un article fort intéressant qui a été mené par deux collègues sociologues, voilà, qu'on le regarde différent de celui de l'historien, qui s'est fondé sur une enquête très précise engagée avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah sur un panel d'élèves qui sont allés visiter le site d'Auschwitz-Birkenau, et avec un contre-panel d'élèves et d'étudiants qui n'y sont pas allés, et nos collègues ont posé toute une série de questions à ces jeunes gens concernant les connaissances du processus génocidaire, concernant les connaissances sur le site d'Auschwitz, et ont observé logiquement que les élèves qui étaient allés sur place en savaient plus que ceux qui n'y avaient pas été, et également ont posé un certain nombre de questions relatives à leur regard sur le monde, à leur regard sur la différence, à leur regard sur d'autres communautés, et se sont rendus compte que par rapport à ceux qui n'étaient pas venus, il n'y avait pas une énorme différence en termes d'intolérance ou de tolérance. Voilà. Donc l'article ne présuppose absolument pas que les voyages ne servent à rien, mais d'une manière générale pose une question qui est quand même une question à laquelle nous qui organisons, enfin moi j'organise depuis de longues années des voyages sur le terrain, on se pose à chaque fois, c'est que je ne suis pas de ceux qui partent avec des étudiants ou avec des adultes en me disant voilà, on va vous baigner dans un champ on va dire visuel et historique suffisamment costaud pour que quand vous reveniez vous soyez totalement inifugés contre toutes les formes de racisme, d'intolérance et voilà. Donc néanmoins, ce qu'on peut quand même observer, parce que moi j'ai quand même souvent des retours de la part des étudiants qui sont partis avec nous, c'est que ça a tendance quand même à les mobiliser sur un certain nombre de questions. Mais la question que posent nos collègues ici est fort intéressante, c'est-à-dire que le voyage lui-même n'est pas une forme de rempart contre des dérives ultérieures. Et je prends toujours l'exemple très simple, je parle pas de voyage à ce moment-là, mais même de la connaissance. Moi, j'ai souvent entendu d'anciens survivants, d'anciens déportés dire aux élèves, Ginette Colincal disait à mes élèves de Janson il y a encore 2 semaines, vous allez être les porteurs de cette mémoire que nous on portera plus. Mais néanmoins, je me souviens également d'autres témoins disant, bon, ça a eu lieu, mais ça pourrait tout à fait se reproduire demain. Et l'exemple de ce qui s'est passé au Rwanda, c'est pas notre collègue Stefano Duaruso qui dira le contraire, est survenu dans un monde 94 où on connaissait tout ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette enquête, elle a le mérite de poser un vrai problème que je trouve fort intéressant, c'est que les voyages de mémoire, les voyages scolaires,
permettent d'étoffer la connaissance des faits. Ça, j'en suis persuadé. Les voyages de mémoire, les voyages scolaires n'ont pas toujours pour réussite de transformer l'état d'esprit d'un individu, et que d'autres paramètres familiaux, personnels, culturels peuvent, malgré ce voyage, ne pas avoir beaucoup évolué. J'espère avoir été clair sur la question, mais voilà. Alors je me tourne vers vous, Marie Moutier-Bitan. Vous consacrez un des chapitres au sauvetage des Juifs dans les territoires soviétiques occupés. Cette histoire relève du récit de l'exception, on dira ? Absolument. Sur les territoires soviétiques occupés par l'Allemagne nazie et ses alliés roumains, la survie, le sauvetage est l'exception absolue. Je travaille avec des archives qui ont été produites par des survivants juifs de la Shoah à l'Est, mais je n'ai jamais accès à la voix des morts, à ceux qui n'ont pas été sauvés et qui sont évidemment l'écrasante majorité. Alors il faut distinguer, vous le montrez bien dans votre article, à la fois les temporalités, les disparités régionales, et même aussi, ce qui peut sembler au fond évident, météorologique. Absolument. Alors, on ne tente pas de survivre de la même manière dans certaines régions de l'Union soviétique. Je m'explique. Par exemple, dès novembre 1941, dans l'est de l'Ukraine, les fusillades sont massives et totales. C'est-à-dire que l'Einsatzgruppe C et l'Einsatzgruppe D, qui avancent vers la Russie, vont tuer l'intégralité des populations juives quand ils arrivent dans une ville. On a vu l'exemple à Kiev en septembre 1941, mais cette pratique va se généraliser dans les villes qu'ils vont rencontrer. Je pense à Poltava, je pense à Kharkov ou à Rostov-sur-le-Don. Et là, immédiatement, la région est, entre guillemets, déclarée Judenfrei. Donc, c'est-à-dire que dans ces régions, quand vous êtes un juif qui a réussi à échapper à une fusillade en novembre 1941, vous n'avez déjà plus le droit de vivre. Vous devez être tué. Et donc, il s'agit de mettre en place des stratégies de survie dans un univers extrêmement hostile. L'approche de l'hiver rend toute tentative de cachette dans les forêts ou dans les marais ou dans les champs extrêmement compliquée. Et là, vous parliez justement de ces conditions météorologiques. Il y a des conditions géographiques également, c'est-à-dire que dans les grandes plaines de l'Ukraine, trouver une cachette est extrêmement difficile. En revanche, en Biélorussie, qui est une zone boisée, assez hostile, que les Allemands d'ailleurs ne vont pas maîtriser complètement en raison des marécages, en raison de la profondeur de ces bois, des Juifs vont trouver refuge dans ces forêts biélorusses, et c'est pas un hasard non plus si la résistance soviétique va s'implanter dans ces forêts et va recueillir un certain nombre de ces rescapés juifs des ghettos biélorusses. Pour vous donner un exemple, de la ville de Minsk, environ 10 000 juifs ont parvenu à s'enfuir de cet énorme ghetto dans la ville de Minsk. Et sur ces 10 000 juifs, la moitié, donc 5 000, sont parvenus à survivre. Parce que il y avait des conditions réunies autour de la ville, ces immenses forêts, et des groupes de résistants, des groupes de partisans qui acceptèrent des rescapés juifs. Tous les groupes ne le firent pas. La plupart du temps, il fallait intégrer un groupe de partisans en ayant déjà une arme ou en étant en âge de combattre. Mais certains groupes, comme le groupe des frères Bielski, qui opérait dans la région de Novogrodek, accueillir des familles juives entières issues des ghettos de la région. Il y a en fait une typologie des sauvetages. L'extermination des Juifs sur le territoire soviétique commence dès le 22 juin 1941. C'est-à-dire que quand vous êtes un Juif sur le territoire soviétique, le 22 juin 1941, vous êtes susceptible d'être tué. Les fusillades commencent immédiatement. Et donc, il y a 3 types de survie possibles. Alors, tout d'abord, c'est survivre sous une fausse identité. Cela signifie d'avoir des aides autour de soi pour pouvoir produire des faux papiers. Ça signifie déménager, aller dans une ville où on est inconnu, où on n'est pas connu en tant que juif. Et ce sont souvent des stratégies qui sont mises en place, par exemple, pour les enfants.
Les nourrissons, on va confier un nourrisson à une famille ukrainienne ou une petite fille, et en la faisant passer pour une cousine éloignée, une nièce dont les parents auraient été tués lors des bombardements, par exemple. Il y a aussi la clandestinité, donc c'est-à-dire la cachette, et là c'est faire appel à des non-juifs, et c'est le type de sauvetage qui a été le plus répandu, on va dire, dans ces territoires, mais la personne, le juif qui était caché, se retrouvait complètement dépendant de la personne qui le cachait, qui à tout moment pouvait décider de le dénoncer, de le livrer à la Gestapo ou tout simplement de le faire partir, parce que sur ces territoires, les Allemands n'hésitaient pas non plus à fusiller la personne qui cachait des juifs. Ça s'est vu extrêmement régulièrement. Et enfin, troisième cas de figure, quitter le territoire sous domination nazie. Certaines familles sont parvenues justement de l'est de l'Ukraine à franchir la ligne de front et à rejoindre le côté soviétique. D'autre part, à partir de 1942, les Juifs se rendent compte, les Juifs du sud de l'Ukraine se rendent compte que il n'y a plus de fusillade massive en Roumanie, sur les territoires sous domination roumaine. Et ils vont essayer de gagner cette zone, même si les Juifs sont parqués dans des ghettos qui sont de véritables mouroirs, où ils décèdent du typhus, de la faim, du froid, mais on ne fusille plus, du moins plus massivement. Et donc, des familles vont tenter de franchir le Boug pour pouvoir rejoindre ces territoires. Voilà, en somme, les trois possibilités de sauvetage qui s'offraient, mais il faut évidemment s'imaginer que la plupart des entreprises étaient vouées à l'échec et furent vouées à l'échec. Et faute de trouver des aides locales, faute de trouver des moyens de sauvetage, de très nombreux Juifs qui avaient réussi à quitter les ghettos ou à s'échapper sur les sites de fusillade se rendirent d'eux-mêmes à la Gestapo locale ou à la police locale pour être fusillés. Qui étaient les sauveteurs ? Il y a des personnes extrêmement différentes. Il n'y avait pas forcément de lien qui pouvait exister entre le sauveteur et le sauvé avant la guerre. Les motivations pouvaient être extrêmement diverses. Il serait assez... il faut pas s'imaginer que le sauveteur était le héros qu'on imagine ou le juste, comme l'a dénommé Yad Vashem. Beaucoup de sauveteurs, finalement, ont profité du sauvetage pour s'emparer de tous les biens des Juifs, et certains ensuite, d'ailleurs, les ont livrés à l'occupant allemand dans la foulée. On peut être sauveteur et profiteur. Absolument, mais on trouve des cas de figure extrêmement complexes, comme un policier local qui va sauver une famille juive, par exemple. Je me souviens d'un exemple d'une petite fille qui s'appelait Vera, une petite fille juive originaire de Shklov en Biélorussie. Elle avait réussi à s'échapper de la fusillade avec sa mère. Sa mère avait trouvé une cachette chez une fermière biélorusse qui, en échange du sauvetage, en échange d'une cachette, l'obligeait à coudre pour elle des vêtements qu'elle revendait le lendemain sur le marché. Donc, vous voyez, là, c'était déjà un sauvetage en échange d'un travail. La mère s'est fait attraper par des policiers locaux qui l'ont tuée dans la rue. La petite fille s'est retrouvée seule, donc sans sa mère, et la personne qui l'hébergeait n'avait plus aucune raison de garder cette petite fille et l'a laissée sur les chemins. Et finalement, cette petite fille fut recueillie par une femme dont le fils était policier. Et le fils n'a jamais dénoncé cette petite fille. Vous dites, étudier le sauvetage nous entraîne au-delà du jugement moral vers le paradoxe, on a envie même de dire les paradoxes de la personne humaine. Absolument. J'ai essayé de m'approcher un peu des motivations de ces personnes qui décident de sauver les Juifs, mais on se retrouve face justement à ce paradoxe de personnes qui sauvent des Juifs, mais qui en même temps vont leur faire vivre un enfer. Dans le livre, je parle d'un certain Kurt Gruber qui est originaire d'Ukraine de l'Ouest, de ce barrage, qui est terré dans une cave
avec une autre femme juive, la cave d'un manoir d'un grand propriétaire polonais, qui leur extorque de l'argent, qui les oblige à écrire à un contact en Pologne pour qu'ils soient payés en retour. Il menace de les dénoncer en permanence. Et finalement, quand Kurt Gruber sort de sa cachette à l'arrivée des soviétiques, il se dit, cet homme m'a torturé, mais il m'a sauvé la vie. Mais alors c'est ça tout le paradoxe, parce que je crois que c'est à la fin du film La liste de Schindler, il y a cette citation qui sauve une vie sauve 1000 vies. La définition même du juste pourrait être remise en cause ou devrait être précisée? Alors, être nommé juste est une récompense accordée par Yad Vashem à la demande de survivants juifs. Donc ce sont ces survivants qui font la demande pour leur sauveteur, et cette demande est légitime. Il s'agit de leur histoire et ça leur appartient. Donc l'aspect immoral que vous présentiez de sauveteur qui profiteur, il ne peut pas y avoir de juste dans ce cas-là. C'est à ce fameux Kurt Gruber de décider. Oui. Ce qu'il doit faire de son histoire, de son expérience et de sa relation avec cette personne. Donc la définition, est-ce qu'on peut dire que la définition de juste est restrictive ou pas? Alors, pour moi, la définition de juste pose quand même un problème, c'est qu'elle élimine aussi toutes les personnes qui ont tenté de sauver des juifs et où le sauvetage, et c'est l'écrasante majorité des cas où le sauvetage a échoué. Parce qu'il y a aussi des personnes mues par de bons sentiments, et il y en a eu bien sûr, qui ont aussi payé de leur vie le sauvetage des Juifs sur les territoires de l'Est. Alors, il y a aussi un autre article de Cindy Bies, et dans son article, on voit bien que les termes sont extrêmement importants. Il faut distinguer le sauvetage de l'aide, et puis finalement du juste qui, lui, peut avoir cette figure de noblesse. Oui, alors l'aide, elle l'explique très bien dans son article. L'aide, c'est vraiment une assistance très ponctuelle. Ça va être une information que l'on donne avant une rafle, par exemple. Ça va être aider à franchir la ligne de démarcation. Ce sont des actions très ponctuelles qui ne vont pas impliquer énormément la personne qui fait cet acte. On va dire que le sauvetage est un acte d'engagement et qui s'inscrit aussi dans une durée. Alexandre Bande, les mots sont extrêmement importants dans l'enseignement. Ils ont tous beaucoup de sens, et c'est vrai que lorsqu'on est face à une classe, face à un auditoire, il faut bel et bien peser ses mots. Ils ont du sens aussi bien quand on est sur le terrain, sur les lieux de mémoire, que quand on est face à des élèves sagement assis derrière leur table et devant leurs livres ou leurs ordinateurs. Ils ont du sens, et en même temps, c'est pour ça que c'est un des objectifs également de cet ouvrage, c'était de permettre au lecteur de pouvoir remettre clairement un certain nombre de choses en place. Je pense par exemple au terme de centre de mise à mort, qui permet on l'espère un jour, de faire reculer la fameuse expression de camp d'extermination qui nous paraissait quelque peu également obsolète dans le jargon qu'est le nôtre en tout cas, mais qui pour le grand public reste encore très ancré. Les termes de collaboration, les termes de sauvetage, les termes d'aide, les termes de fusillade massive, tous ces termes-là qui dans ce processus génocidaires sont tout à fait spécifiques et qui pour nous sont relativement admis, ne le sont peut-être pas encore toujours, et c'est vrai que le grand public, le lectorat qu'on espère nombreux de cet ouvrage, devrait s'y retrouver davantage après avoir lu des articles qui vont dans de nombreuses directions qu'on n'a pas tous eu le temps d'évoquer aujourd'hui, mais qui tous, c'était un des objectifs de l'ouvrage au départ, se veulent sur cette question du vocabulaire une mise à jour la plus récente possible pour permettre aux lecteurs de s'y retrouver dans un champ de réflexion qui est quand même très 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 large. Mise à jour qui reflète au fond les progrès de l'historiographie ? Les progrès, la diversité, et on y tient, et vous l'avez pointé du doigt avec tout à l'heure la question de l'impact des voyages, les débats. Voilà, les débats qui restent encore même parfois vifs entre nous sur ces questions, sur l'analyse qu'on peut dégager des faits qu'on connaît bien maintenant ou ceux qui arrivent et qu'on découvre petit à petit. Rien n'est figé, l'histoire n'est pas une matière
totalement homogène, n'est pas un enseignement parfait. Il n'y a pas d'histoire d'État, il n'y a pas d'histoire sacrée chez nous en France. Donc les historiens ont un champ de réflexion très large. Et ce qu'on a essayé également de produire dans cet ouvrage, c'est d'inviter des historiennes et des historiens qui justement représentaient certains courants différents, des institutions engagées sur cette question mémorielle ou historique depuis longtemps, et puis également la voix, par exemple, par Audrey Kichelewski également du rapport à la Pologne, Johan Putman, notre collègue belge, et je pense également aussi beaucoup à Islena Aboud qui a proposé un article très intéressant et important, une mise au point essentielle sur la place des Roms et des Sinti dans le génocide dont ont été victimes les Juifs d'Europe, mais dont également été victime une partie de ces peuples d'Europe centrale. Marie Moutier-Bitan, vous êtes chercheuse vous êtes toujours chercheuse au sein de l'association Yad Inunum. Vous avez quitté l'association, c'est-à-dire que votre travail a été l'aboutissement au fond de plus de 10 ans de recherche? Absolument. Cet article sur le sauvetage, j'ai puisé dans les archives de Yad Inunum et dans ce fabuleux travail que les équipes ont pu accomplir depuis 2004 sur les anciens territoires soviétiques. Et ça constitue toujours encore un champ de recherche, un champ de travail pour ces équipes. Absolument. Il y a encore des missions de terrain qui sont en cours actuellement en Ukraine. Et tant qu'il y a encore des témoins vivants, des témoins que l'on peut interviewer, les équipes continueront leur travail de terrain. Alors je voudrais terminer sur cette idée d'histoire, de mémoire. D'ailleurs, vous terminez, Alexandre Bande, votre article par ces mots: les lieux de la mémoire de la Shoah ont besoin d'histoire. On a tendance à opposer la mémoire sélective par définition à l'histoire qui relate les faits. Au-delà de cette mémoire, il faut continuer ce travail d'historien. Ah oui, il est essentiel parce que justement les lieux de mémoire évoluent, ils sont pas inscrits dans le marbre, hein. On le voit très bien avec ce qui se passe en Pologne depuis quelques années, et ça peut être vrai également, je pense au mémorial de Babi-Yar là qui est en pleine évolution aussi. La mémoire est tributaire, tout au moins d'une vision officielle, on va dire, ou d'une vision personnelle. L'histoire l'est aussi, et donc quand on est sur un lieu de mémoire, si on n'a pas des éléments historiques à faire valoir, si on n'a pas des explications précises à proposer aux élèves, aux visiteurs et au public qui est là, on perd une bonne partie de ce qu'on est venu voir ou venu comprendre surtout. Donc nous sommes nombreux, et je parle pas à mon nom propre, mais avec mes collègues, en particulier ceux du mémorial de la Shoah ou de Yad Inunum qui vont sur le terrain avec les élèves et les adultes, à historiciser au maximum, au mieux, les lieux dans lesquels on évolue, parce que parfois, ne serait-ce que même pour des raisons historiques et d'évolution, ce qui s'y est passé n'est pas perceptible si on n'a pas une vision de l'historien. Voilà. Donc il est essentiel non pas d'opposer, mais de continuer à jouer sur cette complémentarité permanente que d'autres avant moi ont bien mise en évidence, hein, je pense à Jacques Le Goff ou d'autres, mais sur le temps long, voilà, d'histoire et de mémoire, voilà, c'est essentiel. Alors je ne le savais pas, mais vous me l'avez dit avant cet enregistrement, vous êtes un médiéviste de formation. C'est ça, tout à fait. Je suis un médiéviste, et en même temps je pense que j'ai aussi surtout beaucoup travaillé sur les corps, puisque mon travail initial correspondait à une publication sur le cœur du roi, et donc sur les pratiques funéraires des Capétiens à la fin du Moyen-Âge. Et pour des raisons multiples que je n'ai pas le temps de développer ici, essentiellement parce que j'enseigne cette histoire depuis fort longtemps et qu'elle me passionne également depuis fort longtemps, depuis presque 20 ans maintenant, tout en continuant à avoir de temps en temps, de moins en moins maintenant, un pied dans l'époque médiévale, je me suis tourné vers cette histoire, et c'est vrai que ça a surtout été d'abord une évolution en termes de praticien, si je puis dire, de transmission scolaire, puis ensuite de travail sur le terrain, puis d'autres projets, mais je renie absolument pas cette culture et cette formation. D'ailleurs, je me rends compte que c'est quelque chose qui est pas du tout incompatible. Voilà, donc. Mais voilà. alors justement, vous, avec votre regard de médiéviste à l'origine, enfin, qu'est-ce qu'a apporté votre regard de médiéviste sur cette période contemporaine? Un certain nombre de choses qui sont pas inintéressantes, en particulier sur justement la question du judaïsme européen au Moyen Âge, qui est déjà pointé du doigt par l'Église et qui, en particulier au moment des croisades. Et je me souviens très bien de la lecture
lecture d'un ouvrage que tu connais certainement, Marie, d'Arnaud Meyer sur la solution finale dans l'histoire, qui était paru en 1990 ou 91, et dont le premier chapitre commence par les pogroms des croisés, lorsqu'ils engagent la première croisade à la fin du XIe siècle. Et donc, c'est en tant que médiéviste, très tôt, quand on travaille sur l'histoire du Moyen-Âge, sur le bas Moyen-Âge, on est confronté à cette question de la spécificité du peuple juif européen. Et au-delà de ça, ce qui m'a également beaucoup intéressé, c'est la question de l'exclusion du rapport à l'autre. Et finalement, alors dans un registre différent, c'est la question du rapport au corps, du rapport à la mort et à la mémoire de ces morts, que je trouvais fort intéressante. Parce que quand on est sur les lieux de la Shoah, ce qui est flagrant, c'est que des lieux de mémoire, il y en a, mais que les millions de victimes n'ont pas de sépulture, n'ont pas de pierre tombale, etc. Et donc, voilà, après, il faudrait peut-être pousser plus loin sous une forme de psychanalyse que j'ai pas le temps de développer ici, mais les origines de ce lien. Mais et puis, pour dire les choses concrètement, depuis que j'ai basculé sur cette question-là, ce qui m'a surtout paru passionnant, c'est d'avoir aussi la chance de côtoyer des historiens de talent, et puis également de croiser des gens qui étaient acteurs. Et je pense qu'après, il y a aussi une question générationnelle. Depuis mon plus jeune âge, cette période qui a été la Seconde Guerre mondiale, à baigner les repas de famille, mais ça serait trop long à développer. Voilà. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire, Alexandre Bande, que vous êtes professeur en école préparatoire à Janson de Sailly et professeur à Sciences Po Saint-Germain. C'est ça, classe préparatoire à Janson de Sailly et littéraire à Sciences Po Saint-Germain. Tout à fait. Merci. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc, Marie Moutier-Bitan et Alexandre Bande. Alexandre Bande, vous avez co-dirigé avec Pierre-Jérôme Biscara et Olivier Lallieu le livre Nouvelle histoire de la Shoah, paru chez notre partenaire, les éditions Passé Composé. Je vous le répète à chaque émission, chers auditeurs, Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet. Contre un don, et surtout selon sa valeur, vous pouvez recevoir un ouvrage de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs. La meilleure façon aussi pour un podcast de se développer, c'est le bouche à oreille. Alors permettez-moi de vous donner une mission, que chacun d'entre vous parle à votre entourage de Storia Voce. Si chacun d'entre vous fidélise ne serait-ce qu'un auditeur, vous seriez plus de 100 000 à nous écouter chaque mois. Un grand merci d'avance. Merci, et je vous donne rendez-vous cette semaine pour une nouvelle édition de nos grands entretiens, toujours enregistrés depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois 2021. Restez-nous fidèles. Merci beaucoup.